On a besoin de 750 à 800 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an pour être à la hauteur de la compétition chinoise et américaine. Ce qui sort pour l'instant, et ce que va annoncer la commission tout à l'heure, la demande, c'est celle d'un super gendarme financier pour renforcer ces marchés de capitaux. Allez Philippe, je commence avec vous. Est-ce qu'on va créer un nouvel étage bureaucratique là? Pourquoi on aurait besoin de ce super gendarme européen pour les marchés de capitaux? Je ne crois pas que la première des priorités soit aujourd'hui de créer un super gendarme. Ça peut y contribuer, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que ça fait partie de la construction de l'union, restons sur l'ancien mot, des marchés de capitaux, quelle que soit la nature du capital, mais je ne crois pas que ce soit la première urgence. Je crois que la première urgence, c'est un peu de revenir sur la régulation financière, de la repenser. Il y a des domaines où elle est contraignante, il y a des domaines où elle est insuffisante, et je pense qu'il faut un petit peu l'ajuster, justement, pour lui permettre de servir les objectifs qu'a indiqué Draghi. Car pour servir les objectifs qu'a indiqué Draghi, il faut inciter l'épargnant à investir dans des produits à risque. Or, aujourd'hui, toute la régulation désincite à investir dans les produits à un risque. Toute la régulation, et ajoutons la fiscalité aussi. Oui. Donc, on a là deux mécanismes qui, quelque part, incitent les Français à prendre des produits aussi peu à risque que possible, et donc à investir dans des livrets. Mais notamment dans la dette française. Il y a aussi, indépendamment de cela, toute une culture qu'il faut peut-être changer, parce qu'il y a eu une habitude, par exemple, on a fait vraiment peur aux Français en leur disant, vous imaginez une retraite par capitalisation, c'est l'horreur, demain vous serez plumés. Naturellement, par ailleurs, on dit qu'il faudrait financer les retraites par une taxe sur le capital. Oui. Donc et je crois qu'il faut avancer. Alors, vous allez me dire, sur quoi devons-nous avancer? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Je pense que c'est la circulation des mouvements de capitaux. Et effectivement, alors en ce sens, l'unification aurait un intérêt, mais je crois qu'avant l'unification, avant un corps de contrôleurs unique, ce qu'il faut, c'est une régulation qui se rapproche et une application dans les pays, qui soit beaucoup plus homogénéisée, beaucoup plus unifiée, parce que, je puis vous dire, vous ne pouvez pas faire, avec la même réglementation européenne, en France, ce que vous faites en Allemagne et inversement. Et là, je crois que c'est extrêmement important. Et alors, c'est d'autant plus important, dernier point, parce que Trump est en train de reculer maintenant sur la guerre commerciale. On l'a vu en matière de produits alimentaires. Il est obligé de baisser les droits douanes, même sur des pays qu'il déteste le plus au monde, comme le Brésil, de Lula, etc. Mais ça veut dire où va se porter le protectionnisme de Trump? Eh bien, quand il n'est plus sur les biens, il va se porter sur le domaine des capitaux. Donc, ce qui est maintenant dans le viseur, très probablement de l'administration américaine, c'est les mouvements de capitaux, c'est les systèmes de paiement. Et donc, l'Europe doit s'armer. Bon, souveraineté européenne encore et toujours. Gaël Simon. Alors, sur l'épargne, on réalise un baromètre de l'épargne avec vous, avec BFM, qu'on présente chez Antoine Larigauderie, et avec Capital, et on réalise ça avec Groupama, et on suit tous les trimestres l'état d'esprit des Français. Là, on parle au niveau européen, mais la France est vraiment, quand on fait des benchmarks européens, le champion de la fourmi, ou les championnes des fourmis, et les champions pour faire ce que vous disiez, c'est-à-dire placer son épargne sur des trucs ultra sécurisés. Plus c'est sécurisé, mieux c'est. Quand on teste en arbitrage, rendement, disponibilité, sécurité, on est sécurité, sécurité. Mais il y a une bonne nouvelle, si j'ose dire, sur la propension à aller vers des placements dynamiques, et donc pourquoi pas à être séduit par des choses, des trucs qui se feraient au niveau européen et qui flécheraient l'épargne vers des outils dynamiques qui pourraient irriguer notre économie. La bonne nouvelle, c'est que les rendements du livret A, enfin des livrets, et notamment du livret A, sont tellement mauvais depuis ces derniers temps que les Français sont à peu près 1 sur 2, presque 45% de ceux qui détiennent ou qui ont détenu un livret A, soit l'ont fermé, soit ne l'alimentent plus face à la faiblesse des rendements. Et la majorité de ceux qui l'ont fait nous disent, et du coup, je serais quand même tenté d'aller vers une épargne plus dynamique. Donc ils ont toujours peur de l'épargne dynamique,
mais ils commencent à être tentés et ils sont aussi séduits par l'idée que leur épargne puisse servir à quelque chose plutôt que d'être glissé sous le matelas ou dans le bas de laine. Ils commencent dans la dette française, c'est l'essentiel, voilà. Donc ils commencent à être séduits, non mais par des rendements. Vous savez, il y a eu cette proposition d'utiliser, de flécher l'épargne des Français vers des investissements dans la défense. Oui. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui commencent à séduire les gens. Et pour finir sur la question de la capitalisation, dans notre fameux baromètre retraite avec Groupama, on voit que les Français, pour la première fois, nous disent notre système, je l'adore, mais j'y crois tellement plus, de retraite, que finalement, le mieux pour moi, c'est une majorité à le dire, ce serait un système qui mixe capitalisation et répartition. Ils sont 57% à le penser. C'est déjà le cas. Quand vous regardez les encours, par exemple, de l'assurance vie, c'est une forme de retraite par capitalisation parce que les gens savent très bien que la répartition. Et il y a eu beaucoup de décollectes du livret A vers l'assurance vie. On a des taux d'épargne aussi élevés en France. C'est bien parce que on n'a pas confiance dans notre système des retraites. Juste un mot pour réagir. Moi, je ne crois pas du tout à ce truc de l'épargne fléchée. Ça, c'est un truc de politique. Ça fait 15 ans qu'on nous en parle régulièrement. Prenons un exemple, par exemple, le livret A. Il y a un énorme problème en France, c'est le logement. C'est un problème majeur qui, bizarrement, n'intéresse pas beaucoup les politiques. On change de ministre des Logements tous les 6 mois. C'est jamais dans la campagne présidentielle. C'est pourtant quelque chose de fondamental. Et à mon avis, avec l'éducation, c'est la source de beaucoup de problèmes de notre pays. Eh bien, le livret A, quand vous regardez où va l'argent du livret A, maintenant, on est autour de la moitié seulement qui va effectivement au logement. Financement du logement social, on rappelle que le livret A sert à financer le logement social avec des prêts bonifiés. Tuyaux compliqués, via la Caisse des dépôts, etc. Mais ça ne part pas vers le logement. Or, c'est une priorité. C'est un produit qui avait été conçu pour ça, avec un objectif. Dès qu'on a un produit avec plusieurs objectifs, et alors quand il y a beaucoup d'argent, c'est sûr que, je suis un peu familier, mais c'est la vérole sur le bac clergé, c'est-à-dire que tout le monde se précipite dessus en disant, bien sûr, l'armement, et bien sûr, il y a 2 ans, c'était l'écologie, etc. Donc, je ne crois pas du tout. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui se font. Là encore, c'est un peu l'ADN de Challenge, qu'on a tendance à voir les verres à moitié pleins. Il se passe des choses. Il y a, par exemple, une société très mal connue qui s'appelle Euronext. C'est une fédération, c'est plus qu'une fédération, c'est un groupe européen de bourses. Donc en gros, maintenant, on a 2 acteurs majeurs. On a la bourse de Francfort qui a aussi une dimension continentale et la bourse Euronext qui est à l'origine la bourse de Paris. Donc il s'est créé cette chose-là malgré toutes les contraintes réglementaires, etc. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir l'équivalent de la SEC américaine, d'avoir un gendarme de la bourse européenne. Pourquoi ? Quels seraient les avantages ? Pour faire circuler des capitaux, il y a 2 façons de les faire circuler. Ou c'est via l'intermédiation bancaire, ou c'est via les marchés. Eh bien, si on a des réglementations différentes dans chaque pays, c'est un peu compliqué. Vous voyez, par exemple, les télécoms, tout s'est débloqué. On a fait un vrai marché des télécoms. Alors, pas tout à fait au niveau des opérateurs, mais maintenant, il y a un truc qui s'appelle le roaming, il y a quelques années, vous vous rappelez qu'on a... On n'a plus peur de décrocher son téléphone quand on part en Italie ou en Allemagne. Parce qu'on s'est mis d'accord, il y a une réglementation commune, il y a des tarifs à peu près communs. Donc je pense que c'est très important. Et la bonne nouvelle, encore une bonne nouvelle, c'est que cet organisme qui s'appelle l'ESMA, il sera à Paris. Il existe déjà, il sera à Paris. Alors on lui donne des petites missions pour l'instant sur les crypto-monnaies, on n'ose pas attaquer le dur. Et on a la même chose sur les banques, où là, il faut quand même se rappeler, là aussi, dans le temps, on disait toujours que Crédit Agricole est la plus grande banque du monde. Non, la plus grande banque du monde, c'est JP Morgan. C'est une banque qui pèse à peu près, en bourse, ça vaut 900 milliards de dollars. La plus grande banque d'Europe, c'est Banco Santander, c'est une banque espagnole, qui en vaut 130. Donc on a besoin d'avoir des grandes banques. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grande banque ? Parce que la régulation, c'est un truc hyper national. Donc chaque pays a ses propres ratios. Alors il y a des règles internationales, etc. Mais chaque pays... Et c'est donc la fragmentation de la réglementation. Madame Meloni, dès que vous approchez des banques italiennes, c'est un psychodrame, etc. Donc c'est juste pratiquement impossible de réaliser des fusions, de créer des très grandes banques européennes qui pourraient entrer en compétition avec les Américains. Donc résultat, les Américains effectivement rentrent comme dans du lard sur le marché européen. Philippe Trainard. Je partage votre analyse, mais pas
Totalement. Parce qu'il y a heureusement. il y a un point quand même qui est fondamental. Il y a des régulations. Il y a des régulations européennes des marchés financiers. Il y a des régulations européennes du système bancaire. Il y a des régulations européennes du système d'assurance. Le problème, c'est qu'ils sont appliqués, on les laisse s'appliquer fort différemment dans chaque pays. Bah oui. Ce qui fait que d'ailleurs, ça vous autorise à ne pas autoriser ou à rendre les choses beaucoup plus difficiles pour BNP Paribas d'acquérir une banque italienne ou autre chose. Et c'est là, je crois, qu'il ne faut pas se précipiter dans l'idée on va créer un super régulateur, etc. Le premier travail, c'est essayons d'affiner, d'ailleurs d'amincir les régulations financières, parce que quand même, le grand sujet, c'est d'abord d'entrer en concurrence avec les États-Unis, de ne pas laisser les fonds américains détenir l'ensemble des activités économiques européennes et aussi nous-mêmes nous donner les moyens d'avoir une indépendance financière, c'est-à-dire de financer par nous-mêmes nos propres activités. Et ça, je crois que ça passe d'abord par un amincissement de la régulation. Naturellement, deuxième temps, une fois que la régulation est assez bien sur ses rails, voir s'il y a des renforcements sur tel ou tel point. Mais vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'en fait, on fait du protectionnisme intra-européen pour se protéger de nos voisins, alors qu'on est en train de se faire manger par la finance anglo-saxonne. Mais on est pareil que les Italiens. Si demain, bon, ça ne sera jamais le cas, parce que les banques allemandes n'ont pas du tout les moyens, et c'est une des faiblesses du modèle allemand dont on parlait. Mais si demain, Commerzbank fait une OPA sur Société Générale, vous imaginez donc on est très attaché et le système bancaire est considéré comme une activité stratégique de souveraineté. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça que ça fait 15 ans que ça dure, parce que on est quelque part pas prêt à ça. Et pourtant, aux États-Unis, c'est quand même réglé depuis longtemps. On a créé d'abord la monnaie unique aux États-Unis qui s'appelle le dollar, et dans la foulée, il y a eu des grands. Monsieur Morgan est arrivé, Monsieur Lehman, et tous ces gens-là sont arrivés, ont créé Wall Street avec des géants qui ont réglé, en fait, irrigué toute l'économie américaine et l'extraordinaire expansion de cette économie. Peut-être une petite nuance. C'est effectivement créé depuis longtemps dans le système bancaire, pas dans le système d'assurance. Les États gardent un pouvoir, les États américains gardent un pouvoir extraordinaire, par exemple dans le domaine de l'assurance. Et en fait, le vrai sujet, c'est que la loi est la même à peu près dans tous les États, mais le contrôle, l'administration du contrôle est différent. Et c'est la même chose en Europe. En fait, le contrôle, il est national d'abord. Et c'est face à des autorités nationales qui rendent compte de son travail. Et bien évidemment, ça lui donne une dimension, même s'il n'est pas protectionniste dans l'âme, néanmoins, la façon de fonctionner va être équivalente à celle d'un certain protectionnisme. Et c'est toute cette position d'équilibre et cette tension entre les États-nations et puis un esprit un peu plus fédéral européen, effectivement. On va terminer